Hop. L'enregistrement est en cours et la parole est à vous, Caroline. Ok, ben, merci beaucoup Jean-Michel. Merci à tous d'être présents. Peut-être certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Alors, je suis avec mon équipe à l'hôpital Bichat. On travaille dans le service de génétique. On fait donc une biologie très spécialisée. On fait de la biologie moléculaire et on essaye de mieux comprendre les bases génétiques. Alors, à côté de moi, j'ai Ibrahima. Bonjour. J'ai Agathe. Et puis, on a de l'autre côté, dans les caméras, vous avez dû voir, il y a Maude. Maude qui est aussi ici, voilà, on vous a fait des petites photos, qui est biologiste. Et puis, les techniciens, ils travaillent. On ne les a pas conviés à la petite réunion, mais peut-être qu'un jour, on peut même espérer, comme disait Ibrahima, qu'un jour, on se voit en présentiel. Et je pense que peut-être on viendrait à plus nombreux, parce que les techniciens, en fait, c'est ceux qui font les analyses à la paillasse. Ils sont indispensables pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que sans eux, il n'y aurait pas de résultat. Donc, c'est vrai que peut-être sur un format, on espère un jour un peu plus où on peut se voir, et on sera tous avec vous pour discuter. Donc, on vous les a présentés. Donc, Christelle, Fabrizio et Claire qui travaillent avec nous et qui vraiment font le maximum pour essayer que tout ça fonctionne. Alors, donc nous, à l'hôpital Bichat, depuis plus de 10 ans maintenant, depuis 2008, on fait les analyses génétiques dans les cas de suspicion de fibrose pulmonaire génétique. Et surtout, on est plutôt expert sur ce qu'on appelle les téloméropathies. Lors du précédent exposé l'année dernière, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, j'avais abordé plein de points, peut-être même trop, et peut-être que ça pourrait faire l'objet de quelque chose d'un peu particulier. Après discussion, on a décidé qu'on voulait faire un choix de ce dont on voulait vous parler, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Et moi, je trouvais que l'actualité en ce moment, quand on parle de maladies génétiques en France, c'est d'évoquer les séquençages de génomes qui sont vraiment rentrés dans le soin. Et ça, c'est une vraie révolution. Et pour pouvoir vous expliquer ça bien, il faut qu'on vous dise un peu qu'est-ce qu'on fait comme analyse génétique, qu'est-ce qu'on fait depuis plus de 10 ans et comment on en est arrivé au génome. Ensuite, il y a Ibrahima et Agathe qui vous parleront un petit peu des marqueurs. Merci à votre association de nous soutenir par une subvention et on voulait quand même vous donner un peu, vous dire qu'est-ce qu'on fait avec la subvention que vous nous avez donnée, comment on essaye d'avancer. Je propose peut-être, n'hésitez pas, si vraiment vous ne comprenez pas, de nous interrompre ou peut-être noter les questions. Et puis, oui. Bien entendu, il y aura tout à l'heure un temps assez long pour répondre à toutes vos questions. Alors, on vous a dit, notre métier, c'est généticien moléculaire. Ça semble un peu compliqué. On veut vraiment essayer de mieux comprendre les bases génétiques des maladies. C'est-à-dire, on cherche et on espère identifier ce qu'on appelle les anomalies ou les mutations des maladies héréditaires qui sont transmissibles à la descendance. Et un terme qu'on peut utiliser, c'est rechercher les mutations. Alors, de façon très, très schématique, on a un alphabet, donc on a comme la séquence d'un livre, en fait, très très long, avec 3 milliards de lettres. Et il y a un alphabet uniquement de 4 lettres qui sont les bases qu'on appelle la TGC. Et quand on a une forme génétique dans votre patrimoine génétique, le changement d'une seule base, d'une seule lettre dans votre patrimoine génétique peut contribuer à la survenue d'une maladie génétique. Et notre travail, ça peut être chercher cette lettre. Alors, des fois, ça peut être plusieurs lettres. Ça peut même être la disparition peut-être de la séquence totale, ce qu'on appelle plutôt une délétion. Voilà, donc ça c'est notre métier, c'est ce qu'on cherche à faire dans nos laboratoires. Peut-être aujourd'hui, oui, le but, c'était pas de parler trop de ça. Après, on va parler beaucoup d'analyse biologique, d'analyse génétique, mais quand même pour vous dire qu'au niveau mondial, ou même on pourrait rester à l'échelle européenne, il n'y a pas encore tout à fait de consensus et il y a des groupes de travail auxquels on est intégré qui essayent de savoir quelle est la meilleure façon d'étudier les caractéristiques génétiques pour mieux comprendre les fibroses pulmonaires. En France, pour vous donner l'existant, et ce probablement, vous êtes tous, à mon avis, et dépendez de nos laboratoires français, pour mieux comprendre les fibroses monogéniques ou familiales, vous avez, certains d'entre vous, je pense, bénéficié de ce qu'on appelle des panels de gènes.
qui cible différentes voies physiologiques. La voie des télomères, je vous ai dit tout à l'heure, c'est notre spécialité. On a des collègues qui travaillent à Trousseau sur la voie qu'on appelle du surfactant. C'est d'autres formes génétiques encore plus rares. Et surtout, pendant longtemps, donc là, en 2021, on est arrivé au panel, mais la vraie nouveauté, vraiment très, très, très récente, c'est que vous allez pouvoir bénéficier, pour ceux qui ont une forme familiale ou une forme où on a une très forte suspicion de forme génétique, d'un séquençage de génome dans le cadre de ce qu'on a appelé le plan France Médecine Génomique. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure, j'espère de façon un peu progressive, qu'est-ce que c'est qu'un génome. Et puis, en fin d'exposé, Ibrahima vous parlera de la taille des télomères. En ce moment, en France, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en premier. Il vient seulement en deuxième intention pour mieux comprendre un variant ou pour confirmer une téloméropathie. Alors, je vous avais juste mis des exemples, mais je ne suis pas obligée de les aborder. Dans d'autres pays d'Europe, les gens vont aller à quelque chose qui s'appelle le séquençage d'exomes. Mais aux États-Unis, ils ont plusieurs façons de le faire. Ou à la différence de chez nous, ils vont mettre la détermination de cette taille des télomères en premier pour n'étudier les gènes des télomères que s'il y a une anomalie, une diminution anormale. Donc, pour retenir, peut-être certains d'entre vous ont déjà reçu des résultats. En France, votre pneumologue qui suspecte une forme génétique, il prescrira une analyse probablement de la voie des télomères ou de la voie du surfactant. Peut-être la plus grande différence, ce serait que sur une forme du surfactant, quand quelqu'un est très jeune, on suspecte en premier une forme du surfactant. Alors, le plan France Médecine Génomique, je vous ai dit cette révolution vraiment pour vous. La France, maintenant, est capable de proposer des séquençages de génome dans le cadre du soin. Pourquoi je vous dis dans le cadre du soin? C'est par opposition à dans le cadre de la recherche. Comme vous le savez, des fois, on fait des techniques très compliquées dans le cadre de la recherche. Mais là, c'est vraiment dans le cadre du soin. Ça veut dire que vous allez avoir un compte-rendu. Comme on vous donne un compte-rendu des panels, il y aura un compte-rendu pour les exomes. Et pour certaines familles, donc, ce texte propose qu'on puisse aller faire l'analyse génétique en séquençage de génome jusqu'à 4 individus d'une même famille. Vous allez voir tout à l'heure dans mon exposé, un séquençage de génome, c'est compliqué à faire, ça nécessite des équipements très coûteux, de la bioinformatique très spécialisée. Et pour le moment, en France, il n'y a que 2 plateformes qui ont été mises en place. Celle qu'on appelle Sequoia, qui s'occupe plutôt de la région nord et de l'Île-de-France, et une plateforme au sud qui s'appelle Oragène. Alors peut-être pour revenir tout au début, je vous dis, vous allez avoir droit à des génomes, mais vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est bien, peut-être certains d'entre vous, mais qu'est-ce qu'elle entend par là? Alors vous savez certainement que dans le noyau de nos cellules, on a de l'ADN, c'est notre patrimoine génétique, c'est ce qui gouverne en partie nos caractéristiques génétiques. Et souvent, les gens disent, le génome, il faut le voir comme la séquence d'un livre, un livre qui aurait 3 milliards de lettres, d'un alphabet, comme on l'a dit tout à l'heure, des lettres A, T, G, C. Il est très, très long, en fait, ce livre. Et en fait, il y a des chapitres plus ou moins importants, des paragraphes plus ou moins importants, en tout cas pour ce que l'homme comprend mais en ce moment, parce qu'il y a probablement des choses qu'on n'a pas encore tout compris, qu'on n'a pas encore compris. Voilà, de façon très schématique, dans des chapitres, il y a des parties des chapitres qui codent ce qu'on appelle, il y a des gènes qui vont coder pour les effecteurs dans notre corps, et les effecteurs, c'est les protéines. Peut-être, vous savez, les protéines, ça va être les hormones. Donc voilà, pour obtenir les effecteurs dans notre corps, il y a ce patrimoine génétique qui sous-tend tout ça. Et les gènes, ce sont qu'une petite partie. Donc déjà, d'emblée, vous voyez, dans ce génome, il y a quelque chose qu'on comprend bien qui sont les gènes, ce qu'on appelle plutôt la séquence codante. Et entre les gènes, il y a des séquences qu'on ne comprend pas. On ne sait pas très bien à quoi elles servent. Et vous verrez, quand on va séquencer un génome, on va tout séquencer. Les 3 milliards, on les lit pour une personne. Et on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et puis le gène, juste, c'est compliqué, mais c'est vrai que pour vous introduire un peu les techniques, on est un peu obligé de passer par cette étape. Si on doit retenir quelque chose, dans un gène, c'est ce qu'on vous a représenté à droite. Il y a de la séquence qu'on appelle codante, celle qui va permettre de produire finalement les effecteurs, et puis des choses dont on se débarrasse à un moment pour obtenir les protéines. Mais malgré tout, pendant longtemps, on a beaucoup lu la séquence codante, c'est le principal, c'est ce qu'on appelle les exons codants. Et puis, vous voyez la partie violette, là, qui est entre les gènes ou entre les exons. On s'y intéressait moins. Et voilà, quand on fait un génome, on lit vraiment tout ça.
Alors, vous avez, peut-être je ne l'ai pas dit, mais souvent on le dit, alors c'est un chiffre approximatif et finalement on s'en fiche un peu de savoir le chiffre très précis, mais un génome, euh, peut-être vous avez déjà entendu dire que c'est individualisé par un certain nombre de paires de chromosomes et c'est environ 23 000 gènes. Donc là, très schématiquement, on a ici un gène avec 4 exons. La puissance du génome, ça va être d'aller essayer de lire tous ces 23 000 gènes. Alors, pour vous faire un peu d'histoire, juste, depuis quand on propose des analyses génétiques en France? Déjà, rien que un petit peu avant les années 2000, quand le séquençage du génome a été finalisé. D'ailleurs, on vient de fêter les 20 ans du séquençage complet du génome humain. Ce qui a permis de séquencer le génome humain, c'est une technique qu'on appelle la technique de Sanger. C'est un monsieur. Et on l'appelle aussi le séquençage fluorescent. Et ça nous permettait d'obtenir ces séquences que vous voyez en dessous. Avec, vous voyez, il y a 4 couleurs. On retrouve une couleur par base. Et pendant longtemps, on a fait ce séquençage-là. Mais malheureusement, c'était quelque chose de pas très performant, puisqu'en fait, pour obtenir un exon, à chaque fois, il y avait une séquence toute seule, une, puis une, puis une. C'était très fastidieux et en fait, c'est une technique pas très puissante. Et depuis 2010, on vit une révolution du séquençage nouvelle génération. Peut-être vous avez entendu ça dans les médias, où les gens aiment aussi l'appeler séquençage au débit. C'est vraiment totalement synonyme. Et dans le terme, vous voyez, en fait, on a gagné de la puissance. On peut obtenir beaucoup plus de séquences. Avec ce séquençage, le tout premier qu'on appelait fluorescent, on avait 2 séquences et maintenant, toutes les lignes que vous pouvez voir, c'est des séquences distinctes. Et donc, on a vraiment obtenu une meilleure puissance qui va permettre de séquencer ce génome, je vous ai dit, qui est très, très long, qu'on ne séquençait jamais. Alors, si on veut comparer un peu les techniques qui sont vraiment faites en routine maintenant en France, le panel NGS, nous, c'est ce qu'on fait au quotidien à Bichat pour étudier les gènes d'intérêt, on a dit, de la voie des télomères, entre autres. Et la plupart d'entre nous l'utilisons pour aller étudier jusqu'à une centaine de gènes. Et on s'intéresse principalement à ce qu'on appelle la séquence codante. Je vous ai dit qu'il y a maintenant la possibilité pour vous de pouvoir bénéficier d'un séquençage de génome. Donc, on ira lire les 23 000 gènes et toutes les séquences introniques, les séquences entre les gènes. Et c'est vraiment vraiment une énorme performance à faire. Et entre les deux, éventuellement, peut-être avez-vous vu ce type d'analyses qui sont proposées aux malades, qui sont les séquençages d'exomes, où on lit les 23 000 gènes, mais on se contente uniquement de la séquence codante. Vous voyez, il y a vraiment une gradation dans la puissance des outils utilisés. Alors, nous, au labo, je vous ai dit, on fait des panels de gènes, aussi pour les apparenter. Par exemple, dans votre famille, on identifie un variant d'intérêt et puis on va pas vous faire à nouveau un exome ou un génome ou un panel, on sait ce qu'on cherche, donc régulièrement, on fait ce qu'on appelle ces séquençages ciblés. Donc, la technique n'est pas du tout morte, le séquençage fluorescent, et nous permet rapidement de déterminer si vous êtes porteur ou pas du variant. Et puis, je vous ai dit, on a ces techniques maintenant très performantes qui peuvent cibler les 23 000 gènes, le séquençage d'exome ou de génome, mais ça, ce n'est pas offert dans nos laboratoires, mais dans ces 2 plateformes nationales qui viennent d'être créées, puisqu'il faut, vous allez voir, une organisation tout à fait particulière. Alors, on parle souvent de big data, comme vous le savez, en santé, dans beaucoup de choses. Et bien entendu, si on séquence juste un exon, ou si on fait un panel de gènes, on obtient beaucoup moins de data que si on fait un séquençage d'exome ou même un séquençage de génome. Et c'est probablement une des limites pour le moment d'avoir chez nous les machines. En fait, faire un séquençage de génome, c'est probablement pas si compliqué que ça. C'est comme une recette de cuisine qu'on pourrait faire chez nous, mais on n'a pas les serveurs qui peuvent permettre d'enregistrer toutes ces datas qui sont très, très, très lourdes. Et c'est pour ça qu'il y a uniquement 2 plateformes nationales. Alors nous, maintenant, Ibrahima, moi, on analyse dans le cadre du plan France Médecine Génomique des datas de génomes de malades, pas tout à fait dans le cadre des fibroses pulmonaires, parce qu'elles viennent juste de rentrer dans le projet. Donc, les patients n'ont pas été encore inclus, mais justement, c'est une discussion qu'on peut avoir avec vous. Les pneumologues savent qu'ils peuvent maintenant faire ces prescriptions. On a été amené à lire ces génomes dans une indication qui s'appelle les aplasies médulaires. Et voilà, notre rôle, ça va être
dans la meule de foin, de retrouver l'aiguille. Mais en fait, là, en effet, on vous dit que c'est compliqué, mais malgré tout, on a quand même une feuille de route, on regarde nos gènes préférés et on regarde, on suit vraiment une procédure, on regarde surtout les gènes qu'on connaît bien, hein, c'est notre expertise. Alors, les panels NGS, peut-être vous pourriez dire, mais elle n'arrête pas de nous parler de sa technique révolutionnaire, les séquençages de génome, on voit tout, pourquoi on ne fait pas que ça pour le moment? Dans le cadre du plan France Médecine Génomique, donc il a été décidé qu'on ferait un génome aux patients qui sont négatifs d'abord. Donc vous allez d'abord avoir un panel NGS négatif et puis derrière on fera un séquençage de génome parce que nos panels ont quand même encore beaucoup d'atouts. On est assez bon pour produire beaucoup de séquences, on peut lire beaucoup de gènes. On voit très très bien, même mieux qu'en génome, dans un certain nombre de cas, les petites délétions. Par contre, bah oui, on a vraiment une liste spécifique de gènes, donc on ne trouvera pas les nouveaux gènes associés à la fibrose pulmonaire qui n'ont pas encore été identifiés par contre. Les génomes, vous avez compris, on fait beaucoup de séquences, on voit, donc on couvre une très très longue séquence, on peut voir tous les gènes, théoriquement. On s'intéresse aussi à la séquence non codante. On voit aussi des variants assez compliqués qu'on ne peut pas trouver en panel, ce qu'on appelle des variants structuraux. Et on a peut-être la possibilité de voir ou d'identifier des nouveaux gènes. Alors, pourquoi finalement, nous, on ne peut pas faire le whole genome à Bichat? Parce que notre hôpital n'est pas assez riche, à mon avis, et ni nos tutelles ne nous donneront pas d'argent pour pouvoir acheter. En fait, ces séquenceurs qui sont très coûteux, je vous ai fait de façon très schématique les coûts, mais les séquenceurs qui permettent de faire des séquençages de génome sont ultra coûteux et probablement même plus que de façon schématique, je l'ai représenté. Parce que même au coût échantillon, c'est plus cher qu'un panel. Et puis, il y a toute cette bioinformatique, j'ai un peu insisté dessus, mais vous le savez certainement, pour analyser les big data, il faut, au-delà d'ordinateurs, de serveurs, il faut des bioinformaticiens, et tout ça fait qu'on ne peut pas le mettre sur chaque laboratoire de génétique au niveau national. Alors, c'est vrai que le whole genome, c'est très pratique parce que peut-être vous en rendez pas compte, mais nous, par exemple, au laboratoire à Bichat, on n'étudie pas que les fibroses pulmonaires. Donc, en fait, on étudie, on va dire, une vingtaine de pathologies. Donc, on a 20 panels différents. Et si on faisait du génome, eh bien, on pourrait faire le génome à tout le monde. Et puis après, chacun retrouverait ses petits. Voilà, mais j'ai insisté sur le fait qu'on n'a pas la possibilité d'avoir ces machines pour le moment et le support bioinfo qui va avec. Donc, pour le moment, on est sur ces deux plateformes uniques de génome. Et pour contourner le problème, eh ben, ils sont venus nous chercher, nous les biologistes. Et comme je vous disais, Ibrahima et moi, on fait biologiste interprétateur sur la plateforme. Ça veut dire que quand vous aurez si éventuellement vous bénéficiez d'un séquençage de génome, eh ben, Ibrahima et moi, on lira les datas de votre génome sur la plateforme et sur les outils qu'ils nous proposent. Maintenant, je vais passer la parole à Agathe. Agathe, elle est interne en génétique médicale et elle nous a rejoint cette année dans le cadre d'un Master 2, donc c'est une formation à la recherche. Et elle a travaillé sur les formes inexpliquées de fibrose. Et dans le cadre du projet que vous nous aidez à mener grâce à votre subvention, elle va vous parler un petit peu aussi des marqueurs. Ouais, vas-y. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de la fibrose pulmonaire monogénique. Donc la fibrose pulmonaire, qu'est-ce que c'est? C'est une altération ou un vieillissement précoce des poumons. Donc pour schématiser, j'ai mis une représentation d'un poumon avec à gauche un poumon qui aurait une fibrose et puis à droite un poumon sans fibrose, qui a gardé en gros sa fonction comme au premier jour. Et donc dans ces fibroses pulmonaires, parfois, on va suspecter ce qu'on appelle une téloméropathie. Ça veut dire que la fibrose pulmonaire, elle s'inscrit dans une maladie plus générale. Et donc, quand est-ce qu'on va suspecter cette téloméropathie? D'abord, devant le tableau clinique. Premièrement, quand la fibrose survient chez des patients plutôt jeunes, donc avant 50 ans. Parfois, quand on va avoir une aggravation rapide de la clinique. Et puis aussi, quand il y a d'autres atteintes associées à l'atteinte pulmonaire, comme par exemple une atteinte hépatique ou une atteinte sur le bilan hématologique. Ensuite, on peut suspecter une téloméropathie quand il y a une histoire familiale. Ça veut dire que le patient va avoir un parent ou un grand-parent qui a aussi eu
une fibrose pulmonaire. Et puis ensuite, évidemment, quand on trouve une mutation génétique, ça va nous confirmer l'existence d'une téloméropathie. Donc là, je vous ai mis un arbre généalogique pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, nous, quand on reçoit au laboratoire un dossier dans lequel on nous dit, là, on pense qu'il y a une téloméropathie. Et en fait, on voit, donc là, vous avez les différentes générations, ici, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Et donc, on voit dans cet arbre qu'il y a une maladie qui s'égrégerait dans la famille avec plusieurs atteintes. Donc, la fibrose pulmonaire, c'est l'atteinte qui nous intéresse le plus au laboratoire. Mais les patients, parfois, ont des frères et sœurs ou des grands-parents qui ont d'autres signes cliniques de téloméropathie. Et c'est quand on voit ces signes-là qu'il faut penser aussi à la maladie. Donc, pour suspecter les téloméropathies, on a aussi des marqueurs qu'on dit biologiques. Donc ça, c'est au niveau du laboratoire qu'on va pouvoir les rechercher. Et nous, on étudie 2 types de marqueurs dans le laboratoire pour nous aider à différencier les patients qui ont une fibrose pulmonaire monogénique des autres. Donc, on va utiliser d'abord la taille des télomères que Ibrahima va vous présenter. Et ensuite, on peut aussi utiliser certains marqueurs présents sur l'ADN. Donc là, je laisse la parole à Ibrahima qui va vous présenter la taille des télomères. Alors, bonjour à tous. Donc, comme Agathe l'a introduit, donc on a 2 marqueurs biologiques qui vont permettre de déterminer une téloméropathie. Et donc, en premier, on a un marqueur qui est bien établi, qui est la taille des télomères. Donc, tout d'abord, un bref rappel sur les télomères. Donc, qu'est-ce qu'un télomère? Là, vous avez schématiquement un chromosome qui est représenté. Donc, dans le génome humain, on va avoir 46 chromosomes. Là, je vous en ai représenté un aléatoirement, mais tous les chromosomes aux extrémités vont avoir des structures qu'on appelle donc des télomères et qui vont avoir un rôle donc de protection de l'information génétique qui va être contenue dans le bleu foncé. Donc, les télomères, leur structure, ils vont avoir des milliers de répétitions qui vont être composées du motif de 6 lettres, de 6 nucléotides. Et ces 6 nucléotides, en fait, vont être répétés donc, des milliers de fois. Ils vont être composés donc, de TTA, GGG. Voilà. Dans une cellule, entre guillemets, normale, contrôle, on pourrait dire, à la naissance de la cellule, le télomère va avoir une certaine longueur donnée. Et au fur et à mesure de division de cette cellule, les télomères vont raccourcir. Et à partir d'un certain nombre de divisions cellulaires, donc environ 40 cellules en prenant tous les types cellulaires confondus, les télomères vont disparaître complètement et pour protéger finalement l'information génétique, la cellule va rentrer en apoptose. Un bruit. Est-ce que vous nous entendez là? Non, on ne vous entend plus là. On entend un bruit de fond. Non. On entend un bruit totalement bizarre. Ah, ça y est, c'est fini. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est clair? Oui. Ça y est. Okay. Très bien. Je reprends. Alors, hop. Donc, je reprends. Je vous ai dit, donc, les extrémités des chromosomes vont avoir un rôle donc, de protection de l'information génétique contenue dans les chromosomes. Et lorsque les télomères sont trop petits, vulgairement, on peut dire les cellules vont mourir trop tôt. Et ce qu'on va définir, c'est ce qui va définir donc, une téloméropathie. Et donc, dans les téloméropathies, donc, comme vous l'avez vu précédemment, on va avoir un vieillissement prématuré des organes. Là, sur ce graphe, je vous ai représenté schématiquement la longueur des télomères au cours de la vie. Donc, vous voyez, en ordonnée, vous avez la longueur des télomères, donc vous avez dit des milliers de répétitions du motif TTA, GGG. Donc, à la naissance, on va partir avec un capital donné de cette longueur de télomère qui est, pour un individu contrôle, d'à peu près
10 000 paires de bases, donc ça correspond à peu près à 1500 répétitions. Donc, un individu contrôle, ça va être représenté par le trait en vert. Voilà. Et dans certaines situations, donc, par exemple les téloméropathies, on va partir avec un capital qui va être inférieur. Donc, le trait qui est en bleu, et vous voyez que vous allez avoir un raccourcissement des télomères au cours de la vie qui va être plus important que chez les individus contrôle. Voilà. Et donc, nous, au laboratoire, l'une des choses qu'on a souhaité développer ces derniers temps, c'est la mesure de ces télomères. Hop, attendez, j'arrive pas à passer là. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez que ça a changé de diapo ou pas? Oui. Oui, oui, c'est bon. OK. Donc, comment mesurer donc, la taille de ces télomères, donc, qui sont donc un marqueur biologique. Donc, il y a une technique de référence qui est présente uniquement sur un hôpital en France. C'est ce qu'on appelle le FlowFish. Donc, cette technique est présente uniquement à l'hôpital Robert Debré. Et donc, elle se fait sur un automate qu'on appelle un cytomètre de flux. Et c'est un automate, en fait, qui est utilisé en général par un service, par les services d'hématologie. Donc, on n'a pas vraiment d'expertise là-dessus, nous, généticiens. Et pour utiliser, en fait, cet automate, pour faire une mesure de la longueur des télomères sur cet automate, il faut des cellules vivantes. Donc, qui dit cellules vivantes, c'est-à-dire, pour un patient donné, il va venir, il va se faire prélever. Et le prélèvement, donc vous voyez les tubes dans lesquels on va faire les prélèvements, donc c'est des tubes standards de NFS. Donc il faut déjà un volume de prélèvement important, et ensuite il y a toute une logistique assez lourde à mettre en place pour que les cellules restent vivantes pour mesurer la taille donc, de ces télomères. Donc, comme je vous ai dit, donc, ça se fait sur un cytomètre en flux, donc c'est un automate qui est assez coûteux. On n'a pas forcément l'expertise, nous, généticiens, de cet automate-là, et l'interprétation donc, est plutôt réalisée par des biologistes hématologues. Et donc, nous, via le don en partie que vous nous avez fait l'année dernière, on essaie de mettre au point, sur l'hôpital Bichat, donc, la mesure de ces tailles de télomères sur un automate qu'on appelle le Luminex. Donc, vous voyez, là, vous avez une petite photo du Luminex. Et donc, c'est en partenariat aussi avec une unité de recherche INSERM présente à l'hôpital Bichat. Et le grand intérêt de cette mesure de la taille des télomères via cette technique, c'est qu'on peut faire une analyse de la taille sur de l'ADN. Donc, l'ADN, contrairement aux cellules vivantes, c'est un matériel, en fait, qui n'est pas labile. On peut le conserver. Par exemple, nous, à Bichat, on a des banques d'ADN qu'on a depuis une vingtaine d'années. Donc, ça veut dire que pour un patient donné, on pourrait faire une analyse rétrospective, donc dans le temps, pour mesurer la longueur de ces télomères. Voilà. Et donc, actuellement, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on compare donc, cette nouvelle technique, donc Luminex, avec la technique de référence, donc le FlowFish, et on établit les courbes de référence. Et on espère, donc, dans quelques mois, pouvoir proposer à l'ensemble des patients, et de plus, donc l'ensemble des patients prospectifs qu'on reçoit actuellement au laboratoire, et les patients dont on n'a plus de nouvelles ou dont on ne peut pas avoir de cellules vivantes, proposer donc une mesure de la taille des télomères pour ces patients-là. Voilà. Donc là, je vous ai parlé du premier marqueur donc, biologique de téloméropathie et je vais repasser la parole à Agathe qui va vous parler donc d'un marqueur innovant de téloméropathie. Voilà, je reprends la chaise. Donc, on a un deuxième marqueur qui est apparu assez récemment, parce que c'est depuis 2018 qu'on le connaît, qui a été mis en place actuellement en routine dans le laboratoire. Et donc, en fait, ce marqueur-là, ça correspond à des mutations acquises dans le sang à une très faible fréquence au cours de la vie. Donc, comment ça fonctionne? C'est toujours basé sur une simple prise de sang. Encore une fois, on va extraire de l'ADN et sur cet ADN extrait des cellules sanguines, on va pouvoir directement rechercher des mutations qui vont apparaître au cours de la vie pour contrebalancer le défaut initial que le patient a dans son patrimoine génétique et qui conduit à une téloméropathie.
Et donc, pour faire ça, on va utiliser un appareil qu'on appelle la PCR digitale. C'est une technique extrêmement sensible qui va nous permettre d'aller chercher des mutations présentes à une très faible fréquence dans l'ADN. Donc, cette PCR digitale, c'est une technique qui est basée sur la fluorescence. Donc, on a des sondes fluorescentes qui vont aller se fixer directement sur les mutations quand elles sont présentes. Et ensuite, on va pouvoir, grâce à un lecteur, analyser un à un les brins d'ADN et chercher dessus ces mutations qu'on utilise comme des marqueurs de téloméropathie. Et donc, finalement, quand on va tester tous les patients, ça va nous permettre de distinguer parmi les patients qui ont une fibrose pulmonaire ceux qui sont le plus susceptibles d'être porteurs d'une téloméropathie génétique. Voilà, c'était notre dernière diapositive. Merci pour votre attention et surtout pour votre soutien dans notre recherche. Merci beaucoup Agathe, Ibrahima et Caroline. On va prendre quelques questions. Donc, je vais vous demander, ceux qui veulent poser des questions, l'enregistrement est en cours et la parole est à vous, Caroline. Ok, merci beaucoup Jean-Michel. Merci à tous d'être présents. Peut-être certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Alors, je suis avec mon équipe à l'hôpital Bichat. On travaille dans le service de génétique. On fait donc une biologie très spécialisée. On fait de la biologie moléculaire et on essaye de mieux comprendre les bases génétiques. Alors, à côté de moi, j'ai Ibrahima. Bonjour. J'ai Agathe. Et puis, on a de l'autre côté dans les caméras, vous avez dû voir, il y a Maud. Maud qui est aussi ici. Voilà, on vous a fait des petites photos, qui est biologiste. Et puis, les techniciens, ils travaillent. On ne les a pas conviés à la petite réunion, mais peut-être qu'un jour, on peut même espérer, comme disait Ibrahima, qu'un jour, on se voit en présentiel. Et je pense que peut-être on viendrait à plus nombreux, parce que les techniciens, en fait, c'est ceux qui font les analyses à la paillasse. Ils sont indispensables pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que sans eux, il n'y aurait pas de résultat. Donc, c'est vrai que peut-être sur un format, on espère un jour un peu plus, où on peut se voir, on sera tous avec vous pour discuter. Donc, on vous les a présentés. Donc, Christelle, Fabrizio et Claire qui travaillent avec nous et qui vraiment font le maximum pour essayer que tout ça fonctionne. Alors, donc nous, à l'hôpital Bichat, depuis plus de 10 ans maintenant, depuis 2008, on fait les analyses génétiques dans les cas de suspicion de fibrose pulmonaire génétique. Et surtout, on est plutôt experts sur ce qu'on appelle les téloméropathies. Lors du précédent exposé l'année dernière, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, j'avais abordé plein de points, peut-être même trop, et peut-être que je pourrais faire l'objet de quelque chose d'un peu particulier. Après discussion, on a décidé qu'on voulait faire un choix de ce dont on voulait vous parler, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Et moi, je trouvais que l'actualité en ce moment, quand on parle de maladies génétiques en France, c'est d'évoquer les séquençages de génomes qui sont vraiment rentrés dans le soin. Et ça, c'est une vraie révolution. Et pour pouvoir vous expliquer ça bien, il faut qu'on vous dise un peu qu'est-ce qu'on fait comme analyse génétique, qu'est-ce qu'on fait depuis plus de 10 ans et comment on en est arrivé au génome. Ensuite, il y a Ibrahima et Agathe qui vous parleront un petit peu des marqueurs. Merci à votre association de nous soutenir par une subvention et on voulait quand même vous dire qu'est-ce qu'on fait avec la subvention que vous nous avez donnée, comment on essaye d'avancer. Je propose peut-être, n'hésitez pas, si vraiment vous ne comprenez pas, de nous interrompre ou peut-être noter les questions. Et puis, bien entendu, il y aura tout à l'heure un temps assez long pour répondre à toutes vos questions. Alors, on vous a dit, notre métier, c'est généticien moléculaire. Ça semble un peu compliqué. On veut vraiment essayer de mieux comprendre les bases génétiques des maladies. C'est-à-dire, on cherche et on espère identifier ce qu'on appelle les anomalies ou les mutations des maladies héréditaires qui sont transmissibles à la descendance. Et un terme qu'on peut utiliser, c'est rechercher les mutations. Alors, de façon très, très schématique, on a un alphabet, donc on a comme la séquence d'un livre, en fait, très très long, avec 3 milliards de lettres. Et il y a un alphabet uniquement de 4 lettres qui sont les bases qu'on appelle la TGC. Et
quand on a une forme génétique dans votre patrimoine génétique, le changement d'une seule base, d'une seule lettre dans votre patrimoine génétique peut contribuer à la survenue d'une maladie génétique. Et notre travail, ça peut être chercher cette lettre. Alors, des fois, ça peut être plusieurs lettres. Hein. Ça peut même être la disparition peut-être de la séquence totale, ce qu'on appelle plutôt une délétion. Voilà, donc ça c'est notre métier, c'est ce qu'on cherche à faire dans nos laboratoires. Peut-être aujourd'hui, oui, le but, c'était pas de parler trop de ça. Après, on va parler beaucoup d'analyse biologique, d'analyse génétique, mais quand même pour vous dire qu'au niveau mondial, ou même on pourrait rester à l'échelle européenne, il n'y a pas encore tout à fait de consensus et il y a des groupes de travail auxquels on est intégré qui essayent de savoir quelle est la meilleure façon d'étudier les caractéristiques génétiques pour mieux comprendre les fibroses pulmonaires. En France, pour vous donner l'existant, et ce probablement, vous êtes tous, à mon avis, et dépendez de nos laboratoires français, pour mieux comprendre les fibroses monogéniques ou familiales, vous avez, certains d'entre vous, je pense, bénéficié de ce qu'on appelle des panels de gènes qui ciblent différentes voies physiologiques. La voie des télomères, je vous ai dit tout à l'heure, c'est notre spécialité. On a des collègues qui travaillent à Trousseau sur la voie qu'on appelle du surfactant, c'est d'autres formes génétiques encore plus rares. Et surtout, pendant longtemps, donc là, en 2021, on est arrivé au panel, mais la vraie nouveauté vraiment très, très, très récente, c'est que vous allez pouvoir bénéficier, pour ceux qui ont une forme familiale ou une forme où on a une très forte suspicion de forme génétique, d'un séquençage de génome dans le cadre de ce qu'on a appelé le plan France Médecine Génomique. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure, j'espère de façon un peu progressive, qu'est-ce que c'est qu'un génome. Et puis, en fin d'exposé, Ibrahima vous parlera de la taille des télomères. En ce moment, en France, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en premier. Il vient seulement en deuxième intention pour mieux comprendre un variant ou pour confirmer une téloméropathie. Alors, je vous avais juste mis des exemples, mais je ne suis pas obligée de les aborder. Dans d'autres pays d'Europe, les gens vont aller à quelque chose qui s'appelle le séquençage d'exomes. Et aux États-Unis, ils ont plusieurs façons de le faire. Ou, à la différence de chez nous, ils vont mettre la détermination de cette taille des télomères en premier pour n'étudier les gènes des télomères que s'il y a une anomalie, une diminution anormale. Donc, pour retenir, peut-être certains d'entre vous ont déjà reçu des résultats, en France, votre pneumologue qui suspecte une forme génétique, il prescrira une analyse probablement de la voie des télomères ou de la voie du surfactant. Peut-être la plus grande différence, ce serait que sur une forme du surfactant, quand quelqu'un est très jeune, on suspecte en premier une forme du surfactant. Alors, le plan France Médecine Génomique, je vous ai dit, cette révolution vraiment pour vous. La France, maintenant, est capable de proposer des séquençages de génomes dans le cadre du soin. Pourquoi je vous dis dans le cadre du soin? C'est par opposition à dans le cadre de la recherche. Comme vous le savez, des fois, on fait des techniques très compliquées dans le cadre de la recherche. Mais là, c'est vraiment dans le cadre du soin. Ça veut dire que vous allez avoir un compte-rendu. Comme on vous donne un compte-rendu des panels, il y aura un compte-rendu pour les exomes. Et pour certaines familles, donc, ce texte propose qu'on puisse aller faire l'analyse génétique en séquençage de génome jusqu'à 4 individus d'une même famille. Vous allez voir tout à l'heure dans mon exposé, un séquençage de génome, c'est compliqué à faire, ça nécessite des équipements très coûteux, de la bioinformatique très spécialisée. Et pour le moment, en France, il n'y a que 2 plateformes qui ont été mises en place. Celle qu'on appelle Sequoia, qui s'occupe plutôt de la région nord et de l'Île-de-France, et une plateforme au sud qui s'appelle Oragène. Alors peut-être pour revenir tout au début, je vous dis, vous allez avoir droit à des génomes, et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est bien, peut-être certains d'entre vous, mais qu'est-ce qu'elle entend par là? Alors vous savez certainement que dans le noyau de nos cellules, on a de l'ADN, c'est notre patrimoine génétique, c'est ce qui gouverne en partie nos caractéristiques génétiques. Et souvent, les gens disent, le génome, il faut le voir comme la séquence d'un livre, un livre qui aurait 3 milliards de lettres, d'un alphabet, comme on l'a dit tout à l'heure, des lettres A, T, G, C. Il est très, très long, en fait, ce livre. Et en fait, il y a des chapitres plus ou moins importants, des paragraphes plus ou moins importants, en tout cas pour ce que l'homme comprend mais en ce moment, parce qu'il y a probablement des choses qu'on n'a pas encore comprises. Voilà, de façon très schématique, dans des chapitres, il y a des parties des chapitres qui codent ce qu'on appelle, il y a des gènes qui vont coder pour les effecteurs dans notre corps, et les effecteurs, c'est les protéines. Peut-être, vous savez, les protéines, ça va être les hormones,
Donc voilà, pour obtenir les effecteurs dans notre corps, il y a ce patrimoine génétique qui sous-tend tout ça. Et les gènes, ce sont qu'une petite partie. Donc déjà d'emblée, vous voyez dans ce génome, il y a quelque chose qu'on comprend bien qui sont les gènes, ce qu'on appelle plutôt la séquence codante. Et entre les gènes, il y a des séquences qu'on ne comprend pas. On ne sait pas très bien à quoi elles servent. Et vous verrez, quand on va séquencer un génome, on va tout séquencer. Les 3 milliards, on les lit pour une personne. Et on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et puis le gène, juste, c'est compliqué, mais c'est vrai que pour vous introduire un peu les techniques, on est un peu obligé de passer par cette étape. Si on doit retenir quelque chose, dans un gène, c'est ce qu'on vous a représenté à droite. Il y a de la séquence qu'on appelle codante, celle qui va permettre de produire finalement les effecteurs, et puis des choses dont on se débarrasse à un moment pour obtenir les protéines. Mais malgré tout, pendant longtemps, on a beaucoup lu la séquence codante, c'est le principal, c'est ce qu'on appelle les exons codants. Et puis, vous voyez la partie violette, là, qui est entre les gènes ou entre les exons. On s'y intéressait moins. Et voilà, quand on fait un génome, on lit vraiment tout ça. Alors, vous avez peut-être, je ne l'ai pas dit, mais souvent, on le dit, alors c'est un chiffre approximatif, et finalement, on s'en fiche un peu de savoir le chiffre très précis, mais un génome, peut-être vous avez déjà entendu dire que c'est individualisé par un certain nombre de paires de chromosomes, et c'est environ 23 000 gènes. Donc là, très schématiquement, on a ici un gène avec 4 exons. La puissance du génome, ça va être d'aller essayer de lire tous ces 23 000 gènes. Alors, pour vous faire un peu d'histoire, juste, depuis quand on propose des analyses génétiques en France? Déjà, rien que un petit peu avant les années 2000, quand le séquençage du génome a été finalisé. D'ailleurs, on vient de fêter les 20 ans du séquençage complet du génome humain. Ce qui a permis de séquencer le génome humain, c'est une technique qu'on appelle la technique de Sanger. C'est un monsieur. Et on l'appelle aussi le séquençage fluorescent. Et ça nous permettait d'obtenir ces séquences que vous voyez en dessous. Vous voyez, il y a 4 couleurs. On retrouve une couleur par base. Et pendant longtemps, on a fait ce séquençage-là. Mais malheureusement, c'était quelque chose de pas très performant, puisqu'en fait, pour obtenir un exon, à chaque fois, il y avait une séquence toute seule, une, puis une, puis une. C'était très fastidieux et en fait, c'est une technique pas très puissante. Et depuis 2010, on vit une révolution du séquençage nouvelle génération. Peut-être vous avez entendu ça dans les médias, où les gens aiment aussi l'appeler séquençage haut débit. C'est vraiment totalement synonyme. Et dans le terme, vous voyez, en fait, on a gagné de la puissance, on peut obtenir beaucoup plus de séquences. Avec ce séquençage, le tout premier qu'on appelait fluorescent, on avait 2 séquences, et maintenant, toutes les lignes que vous pouvez voir, c'est des séquences distinctes. Et donc, on a vraiment obtenu une meilleure puissance qui va permettre de séquencer ce génome, je vous ai dit, qui est très, très long, qu'on ne séquençait jamais. Alors, si on veut comparer un peu les techniques qui sont vraiment faites en routine maintenant en France, le panel NGS, nous, c'est ce qu'on fait au quotidien à Bichat pour étudier les gènes d'intérêt, on a dit, de la voie des télomères, entre autres. Et la plupart d'entre nous l'utilisons pour aller étudier jusqu'à une centaine de gènes. Et on s'intéresse principalement à ce qu'on appelle la séquence codante. Je vous ai dit qu'il y a maintenant la possibilité pour vous de pouvoir bénéficier d'un séquençage de génome. Donc, on ira lire les 23 000 gènes et toutes les séquences introniques, les séquences entre les gènes. Et c'est vraiment vraiment une énorme performance à faire. Et entre les deux, éventuellement, peut-être avez-vous vu ce type d'analyses qui sont proposées aux malades, qui sont les séquençages d'exomes, où on lit les 23 000 gènes, mais on se contente uniquement de la séquence codante. Vous voyez, il y a vraiment une gradation dans la puissance des outils utilisés. Alors, nous, au labo, je vous ai dit, on fait des panels de gènes, aussi pour les apparenter. Par exemple, dans votre famille, on identifie un variant d'intérêt et puis on va pas vous faire à nouveau un exome ou un génome ou un panel. On sait ce qu'on cherche, donc régulièrement, on fait ce qu'on appelle ces séquençages ciblés. Donc, la technique n'est pas du tout morte, le séquençage fluorescent, et nous permet rapidement de déterminer si vous êtes porteur ou pas du variant. Et puis, je vous ai dit, on a ces techniques maintenant très performantes qui peuvent cibler les 23 000 gènes, le séquençage d'exome ou de génome. Mais ça, ce n'est pas offert dans nos laboratoires, mais dans ces 2 plateformes nationales qui viennent d'être créées, puisqu'il faut, vous allez voir, une organisation tout à fait particulière.
Alors, on parle souvent de big data, hein, comme vous le savez, en santé, quoi, dans beaucoup de choses. Et bien entendu, si on séquence juste un exon ou si on fait un panel de gènes, on obtient beaucoup moins de data que si on fait un séquençage d'exome ou même un séquençage de génome. Et c'est probablement une des limites pour le moment d'avoir chez nous les machines. En fait, faire un séquençage de génome, c'est probablement pas si compliqué que ça, hein. C'est comme une recette de cuisine qu'on pourrait faire chez nous, mais on n'a pas les serveurs qui peuvent permettre d'enregistrer toutes ces datas qui sont très, très, très lourdes. Et c'est pour ça qu'il y a uniquement 2 plateformes nationales. Alors nous, maintenant, Ibrahima, moi, on analyse dans le cadre du plan France Médecine Génomique des datas de génomes de malades, pas tout à fait dans le cadre des fibroses pulmonaires, parce qu'elles viennent juste de rentrer dans le projet. Donc, les patients n'ont pas été encore inclus, mais justement, c'est une discussion qu'on peut avoir avec vous. Les pneumologues savent qu'ils peuvent maintenant faire ces prescriptions. On a été amené à lire ces génomes dans une indication qui s'appelle les aplasies médulaires. Et voilà, notre rôle, ça va être dans la meule de foin de retrouver l'aiguille. Mais en fait, là, en effet, on vous dit que c'est compliqué, mais malgré tout, on a quand même une feuille de route, on regarde nos gènes préférés et on regarde, on suit vraiment une procédure, on regarde surtout les gènes qu'on connaît bien, hein, c'est notre expertise. Alors, les panels NGS, peut-être vous pourriez dire, mais elle n'arrête pas de vous parler de sa technique révolutionnaire, les séquençages de génome, on voit tout, pourquoi on ne fait pas que ça pour le moment? Dans le cadre du plan France Médecine Génomique, donc il a été décidé qu'on ferait un génome aux patients qui sont négatifs d'abord. Donc vous allez d'abord avoir un panel NGS négatif et puis derrière on fera un séquençage de génome parce que nos panels ont quand même encore beaucoup d'atouts. On est assez bon pour produire beaucoup de séquences, on peut lire beaucoup de gènes. On voit très très bien, même mieux qu'en génome, dans un certain nombre de cas, les petites délétions. Par contre, oui, on a vraiment une liste spécifique de gènes, donc on ne trouvera pas les nouveaux gènes associés à la fibrose pulmonaire qui n'ont pas encore été identifiés par contre. Les génomes, vous avez compris, on fait beaucoup de séquences, on voit, donc on couvre une très très longue séquence, on peut voir tous les gènes, théoriquement. On s'intéresse aussi à la séquence non codante. On voit aussi des variants assez compliqués qu'on ne peut pas trouver en panel, ce qu'on appelle des variants structuraux. Et on a peut-être la possibilité de voir ou d'identifier des nouveaux gènes. Alors, pourquoi finalement, nous, on ne peut pas faire le whole genome à Bichat? Parce que notre hôpital n'est pas assez riche, à mon avis, et ni nos tutelles ne nous donneront pas d'argent pour pouvoir acheter. En fait, ces séquenceurs qui sont très coûteux, je vous ai fait de façon très schématique les coûts, mais les séquenceurs qui permettent de faire du séquençage de génome sont ultra coûteux et probablement même plus que de façon schématique je l'ai représenté. Parce que même au coût échantillon, c'est plus cher qu'un panel. Et puis, il y a toute cette bioinformatique, j'ai un peu insisté dessus, mais vous le savez certainement, pour analyser les big data, il faut, au-delà d'ordinateurs, de serveurs, il faut des bioinformaticiens et tout ça fait qu'on ne peut pas le mettre sur chaque laboratoire de génétique au niveau national. Alors, c'est vrai que le whole genome, c'est très pratique parce que peut-être vous en rendez pas compte, mais nous, par exemple, au laboratoire à Bichat, on n'étudie pas que les fibroses pulmonaires, donc en fait, on étudie, on va dire, une vingtaine de pathologies, donc on a 20 panels différents. Et si on faisait du génome, on pourrait faire le génome à tout le monde, et puis après, chacun retrouverait ses petits. Voilà, mais j'ai insisté sur le fait qu'on n'a pas la possibilité d'avoir ces machines pour le moment et le support bioinfo qui va avec. Donc, pour le moment, on est sur ces 2 plateformes uniques de génome. Et pour contourner le problème, ils sont venus nous chercher, nous les biologistes. Et comme je vous disais, Ibrahima et moi, on fait biologiste interprétateur sur la plateforme. Ça veut dire que quand vous aurez si éventuellement vous bénéficiez d'un séquençage de génome, Ibrahima et moi, on lira les datas de votre génome sur la plateforme et sur les outils qu'ils nous proposent. Maintenant, je vais passer la parole à Agathe. Agathe, elle est interne en génétique médicale et elle nous a rejoint cette année dans le cadre d'un Master 2, donc c'est une formation à la recherche. Et elle a travaillé sur les formes inexpliquées de fibrose. Et dans le cadre du projet que vous nous aidez à mener grâce à votre subvention, elle va vous parler un petit peu aussi des marqueurs. Ouais, vas-y. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de la fibrose pulmonaire monogénique. Donc la fibrose pulmonaire, qu'est-ce que c'est? C'est une altération ou un vieillissement précoce des poumons
Donc, pour schématiser, j'ai mis une représentation d'un poumon avec à gauche un poumon qui aurait une fibrose et puis à droite un poumon sans fibrose, qui a gardé en gros sa fonction comme au premier jour. Et donc, dans ces fibroses pulmonaires, parfois on va suspecter ce qu'on appelle une téloméropathie. Ça veut dire que la fibrose pulmonaire, elle s'inscrit dans une maladie plus générale. Et donc, quand est-ce qu'on va suspecter cette téloméropathie? D'abord, devant le tableau clinique. Premièrement, quand la fibrose survient chez des patients plutôt jeunes, donc avant 50 ans. Parfois, quand on va avoir une aggravation rapide de la clinique. Et puis aussi, quand il y a d'autres atteintes associées à l'atteinte pulmonaire, comme par exemple une atteinte hépatique ou une atteinte sur le bilan hématologique. Ensuite, on peut suspecter une téloméropathie quand il y a une histoire familiale. Ça veut dire que le patient va avoir un parent ou un grand-parent qui a aussi eu une fibrose pulmonaire. Et puis ensuite, évidemment, quand on trouve une mutation génétique, ça va nous confirmer l'existence d'une téloméropathie. Donc là, je vous ai mis un arbre généalogique pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, nous, quand on reçoit au laboratoire un dossier dans lequel on nous dit là, on pense qu'il y a une téloméropathie. Et en fait, on voit, donc là, vous avez les différentes générations, ici, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Et donc, on voit dans cet arbre qu'il y a une maladie qui s'égrégerait dans la famille avec plusieurs atteintes. Donc, la fibrose pulmonaire, c'est l'atteinte qui nous intéresse le plus au laboratoire. Mais les patients, parfois, ont des frères et sœurs ou des grands-parents qui ont d'autres signes cliniques de téloméropathie. Et c'est quand on voit ces signes-là qu'il faut penser aussi à la maladie. Donc, pour suspecter les téloméropathies, on a aussi des marqueurs qu'on dit biologiques. Donc ça, c'est au niveau du laboratoire qu'on va pouvoir les rechercher. Et nous, on étudie 2 types de marqueurs dans le laboratoire pour nous aider à différencier les patients qui ont une fibrose pulmonaire monogénique des autres. Donc, on va utiliser d'abord la taille des télomères que Ibrahima va vous présenter. Et ensuite, on peut aussi utiliser certains marqueurs présents sur l'ADN. Donc là, je laisse la parole à Ibrahima qui va vous présenter la taille des télomères. Alors, bonjour à tous. Donc, comme Agathe l'a introduit, donc on a 2 marqueurs biologiques qui vont permettre de déterminer une téloméropathie. Et donc, en premier, on a un marqueur qui est bien établi, qui est la taille des télomères. Donc, tout d'abord, un bref rappel sur les télomères. Donc, qu'est-ce qu'un télomère? Là, vous avez schématiquement un chromosome qui est représenté. Donc, dans le génome humain, on va avoir 46 chromosomes. Là, je vous en ai représenté un aléatoirement, mais tous les chromosomes aux extrémités vont avoir des structures qu'on appelle donc des télomères et qui vont avoir un rôle donc de protection de l'information génétique qui va être contenue dans le bleu foncé. Donc, les télomères, leur structure, ils vont avoir des milliers de répétitions qui vont être composées du motif de 6 lettres, de 6 nucléotides. Et ces 6 nucléotides, en fait, vont être répétés donc, des milliers de fois. Ils vont être composés donc, de TTA, GGG. Voilà. Dans une cellule, entre guillemets, normale, contrôle, on pourrait dire, à la naissance de la cellule, le télomère va avoir une certaine longueur donnée. Et au fur et à mesure de division de cette cellule, les télomères vont raccourcir. Et à partir d'un certain nombre de divisions cellulaires, donc environ 40 cellules en prenant tous les types cellulaires confondus, les télomères vont disparaître complètement et pour protéger finalement l'information génétique, la cellule va entrer en apoptose. Un bruit. Est-ce que vous nous entendez là? Non, on ne vous entend plus là. On entend un bruit de fond. Non. On entend un bruit totalement bizarre. Ah, ça y est, c'est fini. C'est bon, idem. C'est bon, là, c'est bon, c'est clair? Oui.
Ça y est. Ok, très bien. Je reprends. Ah, Alors, hop. Donc, je reprends. Je vous ai dit, donc, les extrémités des chromosomes vont avoir un rôle donc, de protection de l'information génétique contenue dans les chromosomes. Et lorsque les télomères sont trop petits, vulgairement, on peut dire les cellules vont mourir trop tôt. Et ce qu'on va définir, c'est ce qui va définir donc une téloméropathie. Et donc, dans les téloméropathies, donc, comme vous l'avez vu précédemment, on va avoir un vieillissement prématuré des organes. Là, sur ce graphe, je vous ai représenté schématiquement la longueur des télomères au cours de la vie. Donc, vous voyez en ordonnée, vous avez la longueur des télomères, donc je vous avais dit des milliers de répétitions du motif TTA-GGG. Donc, à la naissance, on va partir avec un capital donné de cette longueur de télomères qui est pour un individu contrôle d'à peu près 10 000 paires de bases, donc ça correspond à peu près à 1500 répétitions. Donc, un individu contrôle, ça va être représenté par le trait en vert. Voilà. Et dans certaines situations, donc, par exemple les téloméropathies, on va partir avec un capital qui va être inférieur. Donc, le trait qui est en bleu, et vous voyez que vous allez avoir un raccourcissement des télomères au cours de la vie qui va être plus important que chez les individus contrôle. Voilà. Et donc, nous, au laboratoire, l'une des choses qu'on a souhaité développer ces derniers temps, c'est la mesure de ces télomères. Hop, attendez, j'arrive pas à passer là. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez que ça a changé de diapo ou pas? Oui. Oui, Oui, c'est bon. OK. Donc, comment mesurer donc, la taille de ces télomères, donc, qui sont donc un marqueur biologique. Donc, il y a une technique de référence qui est présente uniquement sur un hôpital en France. C'est ce qu'on appelle le flow-fiche. Donc, cette technique est présente uniquement à l'hôpital Robert Debré. Et donc, elle se fait sur un automate qu'on appelle un cytomètre de flux. Et c'est un automate, en fait, qui est utilisé en général par un service, par les services d'hématologie. Donc, on n'a pas vraiment d'expertise là-dessus, nous, généticiens. Et pour utiliser, en fait, cet automate, pour faire une mesure de la longueur des télomères sur cet automate, il faut des cellules vivantes. Donc, qui dit cellules vivantes, c'est-à-dire, pour un patient donné, il va venir, il va se faire prélever. Et le prélèvement, donc vous voyez les tubes dans lesquels on va faire les prélèvements, donc c'est des tubes standards de NFS. Donc il faut déjà un volume de prélèvement important, et ensuite il y a toute une logistique assez lourde à mettre en place pour que les cellules restent vivantes pour mesurer la taille donc, de ces télomères. Donc comme je vous ai dit, donc ça se fait sur un cytomètre en flux, donc c'est un automate qui est assez coûteux. On n'a pas forcément l'expertise, nous, généticiens, de cet automate-là. Et l'interprétation donc, est plutôt réalisée par des biologistes hématologues. Et donc nous, via le don en partie que vous nous avez fait l'année dernière, on essaie de mettre au point sur l'hôpital Bichat donc, la mesure de ces tailles de télomères sur un automate qu'on appelle le Luminex. Donc, vous voyez, là, vous avez une petite photo du Luminex. Et donc, c'est en partenariat aussi avec une unité de recherche INSERM présente à l'hôpital Bichat. Et le grand intérêt de cette mesure de la taille des télomères via cette technique, c'est qu'on peut faire une analyse de la taille sur de l'ADN. Donc, l'ADN, contrairement aux cellules vivantes, c'est un matériel, en fait, qui n'est pas labile. On peut le conserver, par exemple, nous, à Bichat, on a des banques d'ADN qu'on a depuis une vingtaine d'années. Donc, ça veut dire que pour un patient donné, on pourrait faire une analyse rétrospective, donc dans le temps, pour mesurer la longueur de ces télomères. Voilà. Et donc, actuellement, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on compare donc, cette nouvelle technique, donc Luminex, avec la technique de référence, donc le flow-fiche, et on établit les courbes de référence. Et on espère, donc, dans quelques mois, pouvoir proposer à l'ensemble des patients et de plus, donc l'ensemble des patients prospectifs qu'on reçoit actuellement au laboratoire et les patients dont on n'a plus de nouvelles ou dont on ne peut pas avoir de cellules vivantes, proposer donc une mesure de la taille des télomères pour ces patients-là. Voilà. Donc là, je vous ai parlé du premier marqueur donc, biologique de téloméropathie et je vais repasser la parole à Agathe qui va vous parler donc d'un marqueur innovant
de téloméropathie. Voilà, je reprends la chaise. Donc, on a un deuxième marqueur qui est apparu assez récemment, parce que c'est depuis 2018 qu'on le connaît, qui est mis en place actuellement en routine dans le laboratoire. Et donc, en fait, ce marqueur-là, ça correspond à des mutations acquises dans le sang à une très faible fréquence au cours de la vie. Donc, comment ça fonctionne? C'est toujours basé sur une simple prise de sang. Encore une fois, on va extraire de l'ADN et sur cet ADN extrait des cellules sanguines, on va pouvoir directement rechercher des mutations qui vont apparaître au cours de la vie pour contrebalancer le défaut initial que le patient a dans son patrimoine génétique et qui conduit à une téloméropathie. Et donc, pour faire ça, on va utiliser un appareil qu'on appelle la PCR digitale. C'est une technique extrêmement sensible qui va nous permettre d'aller chercher des mutations présentes à une très faible fréquence dans l'ADN. Donc, cette PCR digitale, c'est une technique qui est basée sur la fluorescence. Donc, on a des sondes fluorescentes qui vont aller se fixer directement sur les mutations quand elles sont présentes. Et ensuite, on va pouvoir, grâce à un lecteur, analyser un à un les brins d'ADN et chercher dessus ces mutations qu'on utilise comme des marqueurs de téloméropathie. Et donc, finalement, quand on va tester tous les patients, ça va nous permettre de distinguer parmi les patients qui ont une fibrose pulmonaire ceux qui sont le plus susceptibles d'être porteurs d'une téloméropathie génétique. Voilà, c'était notre dernière diapositive. Merci pour votre attention et surtout pour votre soutien dans notre recherche. Merci beaucoup Agathe, Ibrahima et